Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 15 juillet. Voici les titres. La Tranche-sur-Mer a pris son rythme estival. La commune compte l'hiver 2800 habitants. L'été, elle voit l'affluence des touristes. C'est le secteur qui connaît la plus forte variation de population sur l'ensemble du littoral atlantique. Alors quelles conséquences? Réponse dans ce journal. Vincent Rioux, Bernard Stamm, Franck Camas présents au Sables d'Olonne. Les skippers, habitués des grandes courses au large comme le Vendée Globe, participent au Tour de France à la voile. La compétition a fait étape pour 2 jours sur le littoral vendéen. Et puis il fait tout de suite penser à l'Australie. Le boomerang a désormais son musée à Sallertaine. On le doit à Stéphane Marguerite, un joueur international franco-canadien. Vous apprendrez grâce à lui que les premières traces du boomerang ont en fait été retrouvées en Pologne et qu'elles remontent à la préhistoire. Imaginez 1 millier de personnes sur une superficie équivalente à peu près à un terrain de football. Eh bien, c'est la densité de la population sur certaines zones du littoral vendéen l'été. Selon l'INSEE, en juillet et en août, certaines communes peuvent compter jusqu'à 990 habitants par kilomètre carré. Noirmoutier, Saint-Jean-de-Mont font partie des secteurs privilégiés par les vacanciers. Mais il y a également la Tranche-sur-Mer, 2800 habitants. Sur tout le littoral atlantique, c'est le secteur qui connaît la plus forte variation de population entre l'hiver et l'été. Et cela a un impact positif évidemment sur l'économie, mais cela nécessite du côté de la mairie de l'organisation. Elle doit quasiment doubler les effectifs de ses services techniques. Reportage Pierre Dalicieux. Ces nettoyeurs de plage ont du pain sur la planche. Ici, le feu d'artifice a été tiré le 13 juillet au soir. Et pourtant, ce matin, après plusieurs passages de tracteurs, il y avait encore des vestiges de la soirée. C'est le travail de 5 saisonniers employés par la commune, uniquement pour ça, durant l'été. Là, c'est tous les petits débris d'explosifs du feu d'artifice qui ont volé un peu partout. Donc hier on est déjà passé toute la matinée, donc là on entame la deuxième matinée dans ce secteur-là pour nettoyer vraiment tous les débris. Bruno, lui, vient tous les jours vérifier le travail effectué et la cadence surtout. Car une fois cette plage terminée, il faut continuer sur les 13 km de plage que compte la commune. Les saisonniers sont étudiants ou demandeurs d'emploi. Presque tous font ça pour la première fois. Bruno doit donc être assez présent. C'est-à-dire qu'il leur faut un encadrement très précis, quoi. Ils ne sont pas habitués à travailler, donc si vous voulez, déjà pour avoir le rythme du travail, la ponctualité au niveau des horaires, ce qu'ils ne connaissent pas, et qu'on essaye de leur apprendre. C'est votre rôle, ça? Oui, tout à fait. Hors saison, les services techniques de la commune comptent 30 personnes à temps plein. Depuis début juillet, 23 saisonniers sont venus renforcer les effectifs. C'est le cas aussi pour la capitainerie de la Tranche-sur-Mer. David est le seul salarié toute l'année. Pour juillet et août, la commune lui met une petite équipe à disposition. Cet été, j'ai une équipe de 3 saisonniers avec moi, dont Romain qui est derrière moi. Il est embauché pour 1 mois et demi actuellement pour assurer le système de navette de la zone de mouillage. Donc en fait, il transporte les gens de la plage ou du ponton qui est là-bas et il les amène sur leur bateau et ensuite il les ramène sur la plage ou au ponton. Du 14 juillet au 15 août, la Tranche-sur-Mer devrait connaître sa plus grande fréquentation. Chaque année, 120 000 touristes y sont accueillis pour 2800 habitants l'hiver. Le bac, les Vendéens, bons élèves de la région. Malgré des résultats légèrement en baisse, le taux de réussite dans les différentes séries reste au-dessus de la moyenne de l'académie. Avec 94,3% de succès au bac général, 95,8% pour les séries technologiques, 89,6% dans les séries professionnelles. C'est 1 point de moins que l'an dernier. La moyenne de l'Académie de Nantes, toutes séries confondues, est de 92%. La région affiche un taux de réussite parmi le plus élevé de France, de quoi satisfaire le recteur William Marois. On a d'excellents taux de réussite, 94% sur le baccalauréat général, ce qui place l'Académie en 2e position au niveau national derrière l'Académie de Corse. 94,9% sur le baccalauréat technologique, ce qui nous place en 1re position au niveau national. Et puis sur le baccalauréat professionnel, on est à 86,4% et on est plus de 6 points au-dessus du niveau national. Donc les élèves ont très bien travaillé, les équipes les ont très bien accompagnés et ce sont des résultats qui sont très satisfaisants.
Et concernant le brevet des collèges, 88,4% des élèves de 3e ont décroché leur diplôme cette année en Vendée. Ils font là encore mieux que la moyenne des élèves de l'académie, 87,9%. Le 14 juillet, plusieurs cérémonies ont eu lieu hier mardi dans le département. C'était le cas par exemple à La Roche-sur-Yon, place Napoléon. Une cérémonie en présence des autorités militaires avec un défilé. Mais la fête nationale, c'est aussi l'occasion de mettre en avant certains citoyens français. 5 hommes ont ainsi été récompensés pour leur engagement militaire ou leur dévouement. Parmi eux, un gendarme intervenu lors d'un incendie en mars dernier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis un jeune de 16 ans, un habitant de Saint-Denis-la-Chevasse. Il s'est vu remettre la médaille de bronze du courage pour avoir aidé une voisine âgée à sortir de sa maison, touchée là aussi par un incendie. Et puis un peu plus tôt dans la journée, le préfet de la Vendée a profité du 14 juillet pour dialoguer avec les internautes sur le réseau social Twitter. Une première pour le représentant de l'État, une séance de questions-réponses en direct sur Internet par écran interposé. Pendant près de 2 heures, une trentaine d'échanges a eu lieu sur la fonction de préfet, la sécurité routière, les risques d'inondation, encore des dossiers plus précis comme le projet de port de Bretignolles. Ce dialogue via les réseaux sociaux, c'est le moyen d'être plus proche des citoyens, selon le préfet Jean-Benoît Albertini. Le préfet de la Vendée, au nom de l'ensemble des services de l'État, entretient ce compte Twitter et se veut aussi réactif. Nous le faisons aujourd'hui en temps réel, en direct, comme vous l'avez vu depuis maintenant pratiquement 2 heures, avec de nombreuses interpellations, de nombreuses questions. Et nous le faisons évidemment tous les autres jours de l'année pour que cette population, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, qui se sont familiarisés et qui posent des questions, recherchent de l'information par ce canal, puissent y avoir accès aussi de la part de l'administration. On passe au sport sur le Tour de France. La belle 5e place cet après-midi de Thomas Voeckler à l'arrivée de la 11e étape à Cauterets. Le coureur du Team Europcar a franchi la ligne d'arrivée plus de 3 minutes après Rafał Majka, victoire en solo pour le Polonais. Chris Froome conforte son maillot jaune. Le résumé de la journée, la 5e place de Voeckler, c'est à retrouver dans les Vendéens du Tour, présenté par Simon Filippo. Juste après ce journal, demain, 4 ascensions au programme pour les coureurs entre Lannemezan et le plateau de Beille. Et puis si le peloton du Tour a évité les routes vendéennes cette année, ce n'est pas le cas du Tour de France à la voile. Lancé à Dunkerque début juillet, il a fait étape hier et aujourd'hui au Sables-d'Olonne. Un Tour de France nouvelle formule avec désormais des régates courtes qui se déroulent le long des côtes. L'occasion d'être plus proche du littoral et de toucher un plus large public. Grégoire de Châtillon. Ce matin, les conditions de vent étaient particulièrement calmes, alors que la veille, les Diam 24, ces nouveaux bateaux, avaient pu montrer une petite part de leurs atouts sportifs dans des conditions plus favorables. Le Tour de France à la voile 2015, c'est une nouvelle formule avec des bateaux plus petits et plus rapides. C'est un événement sportif plus proche des spectateurs avec des régates plus courtes, évoluant ici dans la baie des Sables. Et puis cette année, c'est un plateau exceptionnel. Il y a Franck Camas qui a lancé son projet America's Cup avec Groupama Team France, Vincent Rioux, très connu ici parce qu'il a gagné le Vendée Globe, Lionel Lemonchois de la Route du Rhum, un paquet de Vendée Globistes, comme on dit, Bernard Stam, Jérémy Bayou. Et puis au-delà de ça, on a des gens un peu moins connus du grand public mais qui vraiment ont un talent et un niveau exceptionnel. C'est les gens qui sont issus de la voile olympique, du match racing, et à l'autre bout de ce spectre, les amateurs, des amateurs très aguerris dont les jeunes locaux sablés de Omkia Dynamique Voile qui sont là. Et le Tour, c'est vraiment ce rassemblement, cette grande fête de la famille de la voile chaque été. Régater comme aujourd'hui avec un vent faible demande sûrement une adaptation bien particulière. Ils ont l'habitude de jouer dans tous les secteurs de vent. En l'occurrence, c'est à eux de s'adapter. Généralement, ils partent avec des équipages plutôt légers, c'est-à-dire proches de la jauge minimum, 220 kg pour 3 équipiers. Et puis, voilà, à eux de trouver les clés pour faire avancer les bateaux le plus vite possible. Et puis, le Tour de France à la voile, à chaque fois qu'il fait étape, en profite pour créer de l'animation comme ici sur le Remblai. À défaut d'un grand spectacle sur l'eau, les vacanciers, qu'ils soient petits ou grands, ont eu largement de quoi se divertir. Et après l'Atlantique, la Méditerranée, les skippers prennent la direction de Roses en Espagne, avant une arrivée prévue à Nice le 26 juillet.
Et puis lui a toujours le Vendée Globe pour horizon. Jeff Pelé continue sa recherche de sponsors. Le skipper vendéen sera l'an prochain au départ du Tour du Monde en solitaire et pour ça, il espère obtenir le soutien financier des entreprises vendéennes pour boucler son budget. Il a rencontré il y a quelques jours à Lachaise-le-Vicomte une centaine d'artisans pour leur présenter son projet Vendée Globe, baptisé Comme une Vendée. Un dossier qui avance. Écoutez le skipper. On est passé à 240 partenaires, donc ça c'est une bonne nouvelle. On vient de dépasser la moitié ce matin, donc il nous manque à peu près 200 partenaires. Il nous reste 15 mois pour fédérer encore 200 entreprises. Je dirais qu'aujourd'hui tout va bien parce qu'on a quasiment une adhésion par jour en ce moment. Donc si on continue à ce rythme-là, on est sûr d'être au départ du Vendée Globe. Enfin, on est vraiment sûr d'être au départ du Vendée Globe aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle. Il fait l'objet aujourd'hui de compétitions sportives, mais à l'origine c'était une arme pour la chasse. Le boomerang possède désormais son propre musée en Vendée. Il vient d'ouvrir à Sallertaine. Différents boomerangs de différents pays sont présentés. Vous apprendrez notamment que les premières traces de ces bâtons de jet n'ont pas été découvertes en Australie, mais en Pologne, et que les Égyptiens et les Gaulois en utilisaient également. C'est un franco-canadien, Stéphane Marguerite, joueur international et fabricant de boomerangs, qui a ouvert ce musée. Anthony Jamin est allé le rencontrer. Au fond de cette allée végétale se cache le premier musée mondial dédié au boomerang. Un musée sans prétention que Stéphane Marguerite, fabricant et joueur international, vient d'ouvrir. Les répliques de bâtons de jet ici présentés ont des origines multiples, parfois bien loin des racines australiennes auxquelles on associe cet objet. Curieusement, le boomerang n'est pas juste australien. On en a retrouvé aussi en Égypte, dans la tombe de Toutankhamon, donc qui sont des objets un petit peu plus récents. Et ensuite, on en a retrouvé aussi en Indonésie, donc des petits boomerangs qui étaient faits, ça c'est une copie d'un boomerang qui était fait en bambou. Donc les Indonésiens, il y a à peu près 10 000 ans, jouaient aussi au boomerang. Australiens, Égyptiens, Indonésiens et même Français pour ce modèle retrouvé l'an dernier en Normandie et qui daterait de 120 ans avant Jésus-Christ. Mais le plus étonnant, c'est cette copie que doit recevoir Stéphane d'origine polonaise. Celui-ci, je l'attends, là, ça va être la copie d'un boomerang qui est en fin de compte le plus vieux boomerang au monde, qui a été retrouvé en Pologne dans les années 1990, chose comme ça. Et c'est en fin de compte un boomerang qui a été fabriqué dans une défense de mammouth. Et ce serait donc, au dire des archéologues, le plus vieux bâton de jet au monde, puisqu'il est daté de 23 000 ans. Aujourd'hui, ces bâtons de jet, ces killing sticks ne servent plus à chasser, n'existe plus que la version jeu d'adresse. Une évolution que Stéphane se plaît à raconter aux touristes de passage. C'est un petit peu démystifier toute l'histoire du boomerang parce qu'on a malheureusement beaucoup de préjugés. On est très bien formaté dans la vie sur cet objet-là, ce qui fait qu'on a des légendes et des mythes qui existent sur le boomerang qui sont complètement fausses. Donc j'essaie de rétablir un petit peu la vérité. Beaucoup plus légers que leurs ancêtres, ces boomerangs ne pèsent en moyenne que 40 grammes. Bien lancés, ils peuvent voler plusieurs mètres avant de revenir à leur point de départ, ce qui n'était pas le cas des bâtons de jet. De quel pays ils viennent. Et ce musée du boomerang est ouvert au sein du village des artisans de Sallertaine pendant tout l'été. La météo, la chaleur fait son retour sur le département. 30 à 32 degrés prévus dans les terres demain après-midi. Jusqu'à 34 localement, il fera 18 à 20 dans la matinée. Côté ciel, quelques nuages en début de journée, ça devrait se dissiper au fil des heures. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal. On referme cette édition sur ces images de feux d'artifice du 14 juillet. C'était hier soir sur la plage de Saint-Jean-de-Mont.